Dans un petit village niché au cœur du Massif central, entouré de collines boisées et de sentiers oubliés, vivait une femme aussi discrète que bienveillante, Claire Morel. À 43 ans, elle menait une vie simple, loin des réseaux sociaux et des tumultes des grandes villes. Veuve depuis plusieurs années, elle s'était installée dans la vieille maison en pierre de ses grands-parents à Saint-Martial-Valette, où elle travaillait comme employée de mairie à mi-temps et donnait un coup de main à la bibliothèque municipale le week-end. Tous la connaissaient de vue, mais peu la connaissaient vraiment. Claire ne parlait que si on lui parlait, et passait le plus clair de son temps libre à lire sous un vieux châtaignier dans son jardin. Ce jour-là, la pluie battait violemment les vitres. Le ciel, d'un gris uniforme, semblait se confondre avec la brume qui montait de la forêt voisine. Claire, un panier de courses à la main, venait de quitter l'épicerie du village. Elle n'avait pas pris son parapluie, pensant que les nuages passeraient vite, mais cette fois, la pluie tombait comme une sentence. Alors qu'elle empruntait un petit sentier de gravier pour rejoindre sa maison située en bordure de la commune, elle aperçut au loin une silhouette seule, debout, au bord de la route départementale. Il était là, immobile, tête baissée, trempé jusqu'aux os, un jeune soldat en treillis, tenant maladroitement un sac militaire détrempé. Claire s'arrêta net. D'instinct, elle ressentit qu'il n'était pas simplement perdu, mais épuisé, physiquement et mentalement. Approchant doucement, elle leva la voix sous la pluie battante. « Monsieur? Tout va bien? » Le soldat leva les yeux. Il avait le regard vide d'un homme qui a trop vu, trop vécu. Il resta silencieux une seconde, puis souffla, presque inaudible. « Je suis en permission. Le bus m'a laissé trop loin. J'ai marché depuis le matin. » Claire ne réfléchit pas. Elle détacha son propre imperméable qu'elle portait sur les épaules et le posa sur lui, comme une mère couvrant un enfant. « Vous n'irez pas plus loin sous cette pluie. Venez chez moi. C'est juste à 5 minutes d'ici. » Surpris, il hésita, puis hocha la tête. Sans un mot de plus, elle prit son sac, l'invita à la suivre et ensemble, ils avancèrent à travers les flaques et les feuilles trempées. Arrivée dans la maison en pierre aux volets bleus, Claire lui tendit une serviette propre, mit de l'eau à bouillir et l'installa près du poêle à bois, où un feu ronronnait. L'atmosphère de la pièce, rustique et chaleureuse, contrastait avec le froid glacial de l'extérieur. Le soldat, assis sur une vieille chaise, enleva ses bottes trempées et regarda Claire avec une reconnaissance silencieuse. « Je m'appelle Thomas. »« Thomas Leclerc, » dit-il enfin. « Moi, c'est Claire, » répondit-elle avec un léger sourire. Il avait 27 ans, revenait d'une mission au Sahel et venait de prendre une permission pour rejoindre ses parents en Dordogne. Le bus qui devait le déposer à Brive-la-Gaillarde avait été détourné à cause d'un glissement de terrain et il avait décidé de finir le trajet à pied, sans penser à la météo. Mais la pluie avait eu raison de lui. Claire lui servit une soupe maison, puis du pain frais et du fromage de chèvre local. Thomas mangeait lentement, comme si chaque bouchée réveillait quelque chose en lui. Ils parlèrent peu ce soir-là, mais le silence n'était pas gênant, il était plein de sens, de calme, d'acceptation. Plus tard, elle lui proposa de dormir sur le canapé et lui installa des couvertures propres. Il la remercia, humblement, en murmurant « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. » Et elle répondit simplement « Vous auriez fait pareil pour moi, j'en suis certaine. » Ce soir-là, Claire se coucha avec un sentiment étrange au cœur. Elle ne connaissait pas ce garçon, ne savait rien de lui, et pourtant, elle sentait qu'il y avait quelque chose de différent. Une énergie qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Le lendemain, Thomas partit au lever du soleil. Il la remercia une dernière fois, lui serra les mains et lui tendit une enveloppe. « Je vous écrirai, » dit-il. Claire le regarda s'éloigner dans la brume matinale, sa silhouette disparaissant peu à peu dans le décor humide du village. Elle resta un moment sur le pas de la porte, les bras croisés, les pieds nus sur les dalles froides. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle avait le sentiment que cette rencontre n'était que le début. 3 jours plus tard, un facteur frappa doucement à sa porte. Il lui tendit une enveloppe avec une écriture soignée. À l'intérieur, un simple mot. « Merci. Vous m'avez sauvé plus que vous ne le pensez. » Et sous cette note, un numéro de téléphone commençant par +33 7, écrit à la main.
Claire sentit son cœur battre plus fort. Elle leva les yeux vers la fenêtre et pour la première fois depuis longtemps, elle espéra. Pendant plusieurs jours, Claire se demanda si ce petit moment de bonté n'était qu'un croisement de chemins passagers ou le début de quelque chose de plus grand. Elle reprit sa routine, ranger la bibliothèque, balayer la salle du conseil municipal, préparer ses infusions de verveine. Mais son esprit s'égarait. Souvent. Elle regardait par la fenêtre, comme si la pluie allait lui ramener une réponse. Puis il y eut la lettre. Le facteur de Saint-Martial-Valette, un homme jovial nommé Émile, lui tendit une enveloppe blanche et propre, cachetée avec soin. Pas de timbre ordinaire, à la place, une estampille administrative militaire. Le nom inscrit dessus, Caporal Thomas Leclerc. Son cœur fit un bond. Elle s'assit à sa table en chêne massif, les mains légèrement tremblantes. À l'intérieur, une carte simple, presque austère. Le texte manuscrit, pourtant, en disait long. « Chère Claire, je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Vous ne m'avez pas seulement offert un abri, vous m'avez offert un repère. Ces quelques heures de chaleur humaine m'ont ramené à moi-même. Je voulais fuir ce que j'avais vu, ce que j'avais vécu. Mais vous m'avez rappelé qu'il existe encore des gens sincères, bons et désintéressés. Je ne vous demande rien. Je voulais juste que vous sachiez qu'il existe un soldat quelque part qui vous doit la paix qu'il ressent ce soir. Avec tout mon respect. Thomas. » Au dos de la carte, un numéro de portable militaire et une adresse postale dans une base militaire à Angoulême. Claire resta longtemps à regarder cette carte. Ce n'était pas une simple lettre de remerciement. C'était une main tendue. Une promesse silencieuse. Une mémoire ancrée dans l'encre. Ce soir-là, Claire relut la lettre 3 fois. Puis elle la rangea dans son tiroir, mais garda le numéro près du téléphone fixe, sur un petit post-it discret, comme on garde un souvenir que l'on espère revoir. Les jours suivants furent marqués par une accumulation d'étranges coïncidences. D'abord, un appel anonyme à la mairie demandant si Claire Morel travaillait bien là. Ensuite, une voiture noire, inconnue dans le village, garée plusieurs fois à quelques mètres de chez elle. Et puis, un matin, elle retrouva son portail entrouvert alors qu'elle le fermait toujours avec précaution. Elle pensa d'abord que c'était son imagination. Le fruit de l'attente. Mais une intuition lui murmurait que tout cela n'était pas ordinaire. Elle tenta d'appeler Thomas. Le téléphone sonna, plusieurs fois. Pas de réponse. Jusqu'à ce jeudi soir. Il pleuvait fort, comme le jour de leur rencontre. Elle lisait dans son fauteuil lorsque quelqu'un frappa. 3 coups. Doux. Mais précis. Elle se leva lentement, le cœur battant. Lorsqu'elle ouvrit, il était là. Thomas. Mais il n'était plus le même. Son uniforme était froissé, son visage marqué par la fatigue. Un œil légèrement tuméfié. Il tenait dans sa main droite un sac de sport. « Je suis désolé d'arriver comme ça. Je ne savais pas où aller. »« Tu viens toujours sous la pluie ?» sourit-elle, tentant de détendre l'atmosphère. Il entra. Trempé. Silencieux. Il posa son sac au sol et s'écroula presque sur la chaise. Claire lui apporta une serviette, du thé, du pain et du fromage. Et le silence s'installa. Un silence lourd. Cette fois, il était chargé de choses non dites. Je n'ai pas fui une mission. J'ai fui quelque chose de plus sale, dit-il enfin. Et là, les mots tombèrent, crus, précis, tranchants comme des lames. Thomas lui raconta les mois passés au Sahel, les patrouilles, les civils, les accords officieux entre certains officiers et des groupes privés. Il parla de transport d'objets non déclarés, de paiements étranges, de documents falsifiés. Il dit avoir voulu tout révéler, en parler à son commandement, mais à peine eut-il fait mention de ses soupçons que ses permissions furent annulées, ses supérieurs l'évitèrent, et ses camarades commencèrent à le surveiller. Ils savent que je sais. Et maintenant, ils veulent me faire taire. Claire écoutait sans un mot. Tout en elle criait de le protéger, de le soutenir. Elle savait déjà qu'il n'exagérait rien. Puis il ouvrit son sac. À l'intérieur, des documents militaires confidentiels, des clés USB cryptées et une petite valise métallique.
Je ne suis pas venu les mains vides. J'ai des preuves. Mais je ne peux pas les garder. J'ai besoin d'aide. Pas officielle. La tienne? Claire n'hésita pas. Son visage s'endurcit d'un calme déterminé. Tu restes ici. Autant que nécessaire. Et on trouvera un moyen de faire ce qu'il faut avec tout ça. Ils cachèrent les documents dans le faux plafond du grenier. Ils décidèrent de ne parler à personne. Pas encore. Pas sans plan. Mais cette nuit-là, alors qu'elle allait se coucher, Claire remarqua une silhouette sombre derrière la haie. Juste un mouvement. Un éclat. Un frisson. Et elle sut. Ce qu'ils allaient affronter ne serait pas facile. Et pourtant, elle n'avait jamais été aussi sûre d'elle. Pendant plusieurs jours, le petit village de Saint-Martial-Valette sembla flotter dans une bulle d'étrange tranquillité. Claire et Thomas vivaient dans un équilibre fragile entre quotidien fin et tensions sous-jacentes. Elle allait toujours à la mairie, faisait ses courses comme si de rien n'était, saluait ses voisins. Lui restait discret, souvent à l'intérieur, les rideaux tirés. Mais derrière les sourires polis et les gestes anodins, les deux savaient, quelqu'un, quelque part, les surveillait. Le soir, Claire lisait à haute voix dans le salon pendant que Thomas recopiait à la main des passages des documents qu'il possédait. Certains fichiers étaient trop sensibles pour être gardés numériquement. Il avait appris à se méfier des téléphones, des clés USB, des imprimantes. Tout était vulnérable. Le faux plafond abritait désormais des enveloppes Kraft remplies de rapports classés, des photos satellites, des relevés bancaires, des transcriptions d'appels. Un jour, alors qu'il revenait d'une promenade discrète en forêt, Claire trouva une note glissée sous la porte. Aucun nom, aucun tampon. Juste une phrase manuscrite au stylo noir. Rendez ce qui ne vous appartient pas. Sinon, nous viendrons le chercher. Ce fut un tournant. Thomas pâlit. Claire, elle, se raidit. Mais au lieu de paniquer, elle se redressa et dit simplement. Alors il est temps de frapper avant d'être frappé. Il savait qu'il ne pouvait plus garder ses secrets dans l'ombre. Il devait trouver une issue, une tribune, une protection. Thomas contacta alors un vieil ami de lycée devenu journaliste d'investigation à Bordeaux, Yann Delma, connu pour ses enquêtes sur les milieux militaires et la corruption institutionnelle. Le rendez-vous fut fixé discrètement dans une station-service sur la route de Périgueux. Ce jour-là, Claire insista pour accompagner Thomas. Ils partirent à l'aube, dans la vieille Renault Twingo de Claire. Aucun GPS, aucun téléphone portable. Sur place, Yann les attendait dans une voiture banalisée. Il écouta Thomas en silence pendant près de 2 heures, en feuilletant les copies de documents. À la fin, il ferma son cahier, leva les yeux et murmura. C'est énorme. Mais dangereux. Très dangereux. Il leur proposa un marché, il publierait progressivement les informations, sous pseudonyme, avec des preuves tangibles, pour éviter une réaction trop brutale de l'armée. En échange, Thomas devait rester caché, et Claire aussi. Tout devait paraître venir d'une source anonyme. Mais ils n'eurent pas le temps de rentrer en paix. Sur le chemin du retour, une voiture noire apparut dans leur rétroviseur. Pas de plaque visible à l'avant. Elle les suivit pendant 40 kilomètres, puis disparut. Le soir même, les lignes téléphoniques de la maison étaient mortes. Aucune tonalité. Ni Internet, ni réseau. Le lendemain, la voiture noire était garée au fond du chemin de terre, entre les arbres. Quelle la vit depuis la cuisine. Mais lorsqu'elle sortit avec Thomas pour vérifier, elle avait disparu. Ils comprirent que le compte à rebours avait commencé. Cette nuit-là, ils ne dormirent pas. Thomas prépara un sac de secours. Claire découpa les documents essentiels et les plaça dans des enveloppes cachées dans les recoins les plus improbables, à l'intérieur d'un vieux dictionnaire, sous une latte du plancher, derrière un cadre photo. Ils décidèrent de divulguer les premières preuves le surlendemain. Yann leur confirma par SMS codé que la publication serait lancée sur un site européen hébergé à l'étranger, avec relais par un journaliste d'investigation belge pour garantir une couverture hors du contrôle français. Mais juste avant l'aube, 3 coups secs retentirent à la porte. Thomas, arme à la main, une simple matraque télescopique qu'il avait gardée, se posta près de la fenêtre.
Claire ouvrit prudemment. Ce n'était ni un militaire ni un homme menaçant. C'était général Marcel Lefort, retraité, ancien haut gradé du renseignement, connu pour sa droiture légendaire. Il portait un manteau long, trempé de pluie, et dans ses yeux, la gravité. « Je sais tout, dit-il doucement. Je sais ce que vous détenez. Je suis ici, pour vous aider. » Ils le firent entrer. Pendant 2 heures, il leur raconta ce qu'il savait, l'existence d'un groupe parallèle au sein du ministère, opérant sous couverture, manipulant les déploiements à l'étranger à des fins lucratives, trafiquant équipements, exploitant réseaux logistiques de l'armée pour acheminer marchandises illicites. Il leur expliqua que plusieurs gradés honnêtes, comme lui, avaient tenté d'alerter, en vain. Ils m'ont isolé, coupé mes accès, sali mon nom. Mais j'ai encore des contacts. Si vous êtes prêt à aller jusqu'au bout, je peux vous ouvrir la porte du parquet militaire de Lyon. Mais une fois franchi, il n'y aura plus de retour. Thomas hésita. Claire le regarda droit dans les yeux. On n'a jamais été aussi loin pour reculer maintenant. Le général leur donna un faux passe temporaire, une adresse sécurisée et un contact fiable, capitaine Alice Moreau, affecté aux affaires internes. Ils avaient 72 heures pour s'y rendre. Mais le lendemain, à 2 heures du matin, des projecteurs illuminèrent la maison. Des hommes habillés en civil, lourdement bâtis, encerclèrent la propriété. Pas un mot. Pas de badge. Claire et Thomas comprirent, c'était un message. Pas une arrestation. Une démonstration de force. Les hommes restèrent 30 minutes. Puis repartirent. Mais ce fut suffisant. Le jour suivant, Claire décida d'agir. Elle envoya 3 enveloppes contenant des duplicata à 3 adresses, la rédaction du Monde, le bureau du député Gaspard Villeneuve, connu pour ses positions anticorruption, et enfin, à une amie avocate à Limoges, de confiance absolue. Le soir, elle dit à Thomas : « Je ne veux plus me cacher. Le monde saura. Peu importe ce qu'il en coûte. » Il lui prit la main. Et dans ce silence lourd, une certitude s'installa. Il venait de déclarer la guerre à l'impunité. Les jours qui suivirent l'envoi des enveloppes furent marqués par une attente insoutenable. Claire et Thomas vivaient enfermés dans un mélange de peur, d'adrénaline et d'espoir. La maison de Claire est jadis simple, chaleureuse et pleine de livres s'était transformée en quartier général discret. Chaque bruit de moteur, chaque portière claquée au loin, chaque silence radio prolongé semblait annoncer l'inévitable, une descente, une interpellation, ou pire, un effacement discret orchestré par ceux que Thomas appelait les intouchables. Mais le mardi suivant, tout bascula. Le site d'investigation belge Lanterne Libre publia un article choc de 12 000 mots avec documents à l'appui, cartes, relevés, audio. Le titre était clair, sans détour. Réseau de corruption au sein des opérations militaires françaises, les preuves d'un lanceur d'alerte. La nouvelle fit l'effet d'une bombe nucléaire médiatique. En quelques heures, le hashtag vérité militaire devint viral. Les chaînes d'infos en continu diffusèrent les documents. Le ministère de la Défense refusa d'abord de commenter, puis convoqua une conférence de presse d'urgence. Pendant ce temps, Claire et Thomas avaient disparu. Officiellement, du moins. Grâce à la capitaine Alice Moreau, contactée par le général Lefort, ils avaient été exfiltrés discrètement vers Lyon, où ils furent placés dans un appartement sécurisé, sous surveillance militaire interne. Là-bas, pendant 3 jours, ils donnèrent des dépositions complètes, enregistrées, protégées et déposées auprès du parquet militaire. Mais rien n'était encore gagné. En parallèle, des manifestations éclatèrent à Paris, Marseille, Lille et même à Toulouse. Des familles de militaires tombés en mission réclamaient la vérité. Des anciens soldats apportèrent leurs témoignages. Des journalistes fouillaient plus profond. Les politiques se divisaient. Et alors que le chaos gagnait les plateaux télé, Claire reçut une invitation. Une émission très populaire du soir, animée par Julien Leclerc, connu pour ne jamais ménager ses invités. Il voulait son témoignage. En direct? Pas de pseudonyme. Pas de flou artistique. Son visage. Sa voix. Thomas refusa d'abord. Il savait à quel point elle risquait gros.
Mais Claire, elle, avait pris une décision. Je suis invisible depuis trop longtemps. C'est le moment de parler. Pour de vrai. Le jour de l'émission, les studios de France Télévisions étaient sous protection. À 20h45, Claire fit son entrée sur le plateau. Cheveux relevés, chemisier crème, voix posée, mais regard droit. Elle raconta tout. Pas les détails confidentiels. Pas les chiffres. Mais l'essentiel humain. Comment un simple geste sous la pluie avait déclenché une réaction en chaîne. Comment un soldat en détresse avait osé dire non à l'impunité. Et comment elle, une femme sans pouvoir, sans influence, sans connexion, avait décidé de ne pas détourner les yeux. La France fut scotchée. Le lendemain, 18 officiers furent suspendus temporairement. 2 généraux furent convoqués. Et le président lui-même annonça l'ouverture d'une commission indépendante. Une partie du public hurla à la manipulation, d'autres crièrent à l'héroïsme. Mais dans les jours qui suivirent, le nom de Claire Morel devint symbole. Mais les pressions continuèrent. Un soir, le capitaine Moreau vint la voir. « Vous ne pourrez plus vivre ici comme avant. Votre sécurité est menacée. Vous devez choisir la protection ou la liberté. » Claire et Thomas se regardèrent. Ils comprenaient ce que cela signifiait. Un départ. Une nouvelle vie. Loin du Limousin. Loin des pierres moussues de la maison. Loin du banc de bois où elle lisait chaque été. Et pourtant, ils acceptèrent. 3 semaines plus tard, dans un petit village des Pyrénées-Atlantiques, Claire et Thomas s'installèrent sous une nouvelle identité. Elle était désormais bibliothécaire. Lui, bénévole auprès d'anciens combattants. Leur maison était modeste, mais pleine de lumière. Un matin, elle reçut une enveloppe. Sans expéditeur. À l'intérieur, une photo imprimée, elle, debout sous la pluie, tendant son imperméable à Thomas. Quelqu'un les avait vus ce jour-là. Et avait choisi de ne pas les dénoncer, mais de les immortaliser. Sous la photo, un simple mot. Merci de nous avoir rappelé que la France, c'est aussi ça. Claire sourit. Thomas vint se poser derrière elle, posa sa main sur son épaule. Et ensemble, ils regardèrent la pluie tomber, une fois de plus.